Bonjour cher Bertrand, nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans le cadre du centenaire Brassens 2021. Tu es un chroniqueur très connu à la radio, à la télévision, dans ton domaine de prédilection, la chanson française. Alors sur France Info, je crois que tu as dû produire environ 190 ou 200 chroniques dans les chansons qui font l'histoire. Tu es aussi chroniqueur 2 fois par semaine, toujours sur France Info, avec les chansons qui font l'actu. Alors, en 2011, pour le 30e anniversaire de la mort de Brassens, tu publies Brassens, point d'interrogation. Je pense que nous allons, dans notre petite conversation d'aujourd'hui, y revenir. Alors, peut-être en premier, pourrais-tu nous dire qu'est-ce qui fait la singularité de Brassens, si on peut parler de singularité. Comment tu ressens le personnage Brassens, comment tu ressens toute son œuvre, voilà, tu vas peut-être nous dire avec ta verve habituelle. C'est plus qu'une singularité de Brassens, j'aurais envie de parler d'une centralité de Brassens. Alors elle est évidemment personnelle, parce que comme je dis toujours, dans les dîners, comme dans mes émissions, j'ai été élevé par mon père, ma mère et Georges Brassens, comme beaucoup de Français, comme des millions de Français, pour qui Brassens a été un tonton, un copain, un guide, un maître à penser. Il aurait détesté ça, mais il l'était. Un fabuliste qui nous donnait des exemples, qui nous donnait des morales. Mais il y a une centralité de Brassens, comme il y a eu dans la chanson française une centralité de Charles Trenet, par exemple. C'est-à-dire que Brassens a réussi à donner et à faire entendre dans la chanson une manière extrêmement particulière d'être un chanteur français. Pour reprendre une boutade de Juliette, la chanteuse, la chanson française, c'est d'abord un texte, mais d'abord une mélodie. D'abord un texte, mais d'abord une mélodie. D'abord un texte, mais d'abord une mélodie. On ne sait jamais ce qui est le plus important dans la chanson. Et Brassens nous a donné l'illusion que le texte, que la poésie, que le sens était le plus important, mais il nous a donné des mélodies absolument phénoménales. Comme avait dit un jour Jacques Brel dans une émission de télévision à un de ses jeunes confrères, qui disait que Brassens c'était toujours un peu les mêmes mélodies, il lui avait dit, mais d'après toi, pourquoi Sidney Bechet joue du Brassens? À cause du texte? Non. Mais des chansons comme Les copains d'abord, La canne de Jeanne, Auprès de mon arbre, Une petite fleur, c'est des chansons qu'on sifflote, c'est des chansons... Voilà. Et Brassens, il est ça. C'est-à-dire que Brassens est un peu... Alors, peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui auprès d'une jeune génération qui serait peut-être une génération pour laquelle Brassens passe le flambeau à Alain Souchon, pour faire gros, mais Brassens, il est le chanteur étalon pendant plusieurs générations. C'est-à-dire que la chanson se définit par rapport à Brassens. Il est au centre de tout. Évidemment, il est le meilleur, mais il est les meilleurs textes, les textes les plus virtuoses, les plus surprenants, les plus profonds, et aussi des mélodies qui sont absolument incroyables. Donc voilà, Brassens, c'est un peu le centre, la source, la référence, l'étalon pendant plusieurs générations de chansons françaises, et encore aujourd'hui. Alors, peut-être un peu revenir en détail sur ce que tu dis. Ces chansons sont inscrites dans le patrimoine de la chanson française. Est-ce que, étant inscrit dans le patrimoine de la chanson française, est-il aussi un chanteur populaire? L'était-il quand il était encore vivant, dans ses nombreuses productions, 190 chansons, de nombreux disques, etc. Est-ce que c'était, tu l'as un peu évoqué, est-ce que c'était un chanteur, un poète, un homme de lettres? Comment tout ça pouvait s'harmoniser pour que, quand on chante du Brassens, on n'ait pas l'impression de dire une poésie ou simplement, comme tu viens de le dire, de siffloter un air? Brassens, il est, et souvent les étrangers nous le disent,
C'est-à-dire que souvent les étrangers ne comprennent pas ce que dit Brassens, mais ils comprennent. Maxime Le Forestier, quand il a chanté Brassens partout dans le monde, là dans son livre récent Brassens et moi, il raconte qu'il est à Berlin et qu'il se rend compte juste avant le concert que non seulement il n'y a pas de français dans la salle, mais surtout qu'il n'y a pas de francophone. Donc il va chanter en français pendant 2 heures devant des gens qui ne comprennent pas le français, à part Je t'aime et ma chérie. Et un Allemand lui dit « Mais vous écoutez bien Dylan ?» Combien de Français écoutent Bob Dylan en comprenant réellement ce qu'est en train de dire Bob Dylan? Prix Nobel de littérature par ailleurs. Brassens, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Alors nous, Français, et nous, passionnés de Brassens, on a tendance à surévaluer le génie de Brassens en termes littéraires. Non pas surévaluer son génie, mais surévaluer le domaine littéraire. En fait, Brassens est un génie du texte, c'est un génie de la mélodie aussi. C'est un génie de la musique, c'est un musicien génial. Mais est-ce qu'il est populaire? Évidemment, évidemment. Mais je vous dirais que Léonard de Vinci aussi. Léonard de Vinci est un extraordinaire savant de la peinture. Il n'y a pas une touche de peinture qui ne soit référence aux anciens maîtres, à l'ancien savoir, qui ne soit une espèce de private joke entre artistes du XVIe siècle. Enfin, il y a quelque chose de complètement savant et totalement savant dans la peinture de Léonard de Vinci. Et on sait très bien qu'on n'a pas besoin d'être occidental et même de savoir lire et écrire pour être bouche bée devant la Joconde. Donc, Brassens, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a des chansons de Brassens, Les copains d'abord, par exemple, énormément de gens le chantent, dans les vestiaires de rugby, dans les bistrots, dans les méchouis, dans toutes les circonstances dans lesquelles on réunit 25 personnes, ou même 10, ou même 5, ou même 3, qui ne sont pas liés ni par l'amour, ni par le sexe, ni par la famille. Ils chantent Les copains d'abord. Est-ce qu'ils savent tous qui sont Castor et Pollux? Est-ce qu'ils savent tous qui sont Montaigne et la Boétie? Non, ben ils le chantent. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que Brassens est un vrai poète, un vrai auteur populaire. Donc il est à la fois Victor Hugo ou Baudelaire, la poésie, et en même temps il est l'auteur de Viens Poupoule. Il est l'auteur de chansons que tout le monde chante comme ça, que tout le monde sifflote. Et c'est certainement ça qui en fait quelqu'un d'aussi central. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de l'écriture chez Brassens et qui est une exigence de simplicité. Et c'est ça qui est peut-être le plus fascinant. C'est-à-dire, je parlais de Castor et Pollux et Montaigne et la Boétie, mais c'est sa capacité à mettre cette culture-là dans de la chanson de tous les jours, dans de la chanson débraillée, dans de la... on parle toujours du peintre sur son échafaudage. Sous-entendu, le peintre, il fait un travail manuel, il est un petit peu analphabète, il n'a pas une grande culture, il n'a pas d'une grande finesse, et pourtant il chante du Brassens. Et bien, Brassens, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il est la porte d'entrée pour beaucoup de gens vers la littérature. Pour beaucoup de gens, il est la seule littérature, il est la seule chanson à ce point exigeante qu'il fréquente. Mais il incarne cette identité française qui est que nous sommes le pays de l'argot. Et dans les langues européennes, il n'y a aucune langue qui ait un argot aussi développé que les argots français. Et nous sommes le pays de l'Académie française. Et il est dans les deux. Il est la langue de la rue et la langue savante. Il a l'exemple de François Villon, avant lui. C'est un bon exemple, un exemple qui va suivre explicitement et qui va l'obséder. Mais il incarne réellement ça. Donc il est à la fois dans une situation populaire, parce que les gens qui écoutent des chansons comme ça en voiture ou dans l'autocar en revenant du match de foot amateur, ce ne sont pas des gens qui se posent la question de la tradition française, ils se posent juste la question de se faire plaisir entre copains, en bande, en tas, en vrac,
ou tout seul chez eux. Et il est à la fois la conjonction de la consommation populaire de musique, de délassement, et d'une tradition littéraire française très longue. Alors, je reviens à ton livre, Brassens, point d'interrogation. Dans ton livre, tu n'hésites pas à épingler les brassinsologues, entre guillemets, du canal historique, voire à les contredire. Peux-tu nous parler de ce livre et de ce titre, puisque dans tout ce que tu viens de dire, à la limite, il n'y a pas d'un point d'interrogation chez toi sur Brassens. Alors, est-ce que tu as voulu, entre guillemets, faire un peu de polémique autour de tous ceux qui écrivent peut-être tout et n'importe quoi, effectivement, sur Brassens? Il y en a très peu qui, finalement, l'ont connu, mais il y en a plein qui considèrent qu'ils l'ont connu, même s'ils l'ont rencontré au fin fond du 43e rang de Bobino. Alors, est-ce que tu peux vraiment... C'est ce point d'interrogation, quand j'ai vu la couverture de ton livre, m'a un peu agacée, parce que moi, je ne mets pas de point d'interrogation à Brassens. Brassens est comme tous les sujets historiques, et puis comme tous les sujets, posons des questions. Alors, je suis journaliste, j'ai tendance à poser des questions, et n'ayant pas rencontré Brassens, je n'ai pas pu lui poser des questions. Comme beaucoup de journalistes et comme beaucoup de passionnés de Georges Brassens, mais comme beaucoup de journalistes, j'ai accès à la documentation beaucoup plus facilement que le commun des mortels. Et donc, j'ai toujours cherché à lire des interviews de Brassens. Et ce qui m'a toujours fasciné, c'est la capacité qu'ont un certain nombre de Brassens-solâtres à dire « Brassens a dit ça, point final, il l'a dit une fois, et puis c'est comme ça ». Or, ce qui est fascinant avec Brassens, c'est le nombre de fois que Brassens se contredit. Un coup, Brassens ne croit pas en Dieu, un coup, il n'y croit absolument pas, un coup, il aimerait bien y croire, un coup, il se demande s'il n'y croit pas, il écrit dans son journal « Je crois en Dieu, mais je fais semblant de ne pas y croire », mais il écrit un peu plus loin qu'il n'y croit pas. Donc, Brassens, comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, change d'avis. Et a parfois deux avis en même temps. C'est-à-dire qu'on peut se placer du point de vue du garçon qui se fait rejeter par une femme magnifique et qu'il aime passionnément, mais on peut se placer du côté de la femme magnifique qui en a marre que n'importe qui vienne lui mettre la main aux fesses et lui demander de vivre avec lui. Donc, Brassens, il a beaucoup d'angles de vue sur le monde qui l'entoure. Et il a même beaucoup d'angles de vue sur sa propre pensée. Et Brassens, c'est quelqu'un qui écrira à la fois à propos des forces de l'ordre « Moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée » et qui écrira dans un texte que « Mort aux vaches » est un slogan de flic. Donc, d'un coup, il crie « Mort aux vaches » et de l'autre, il dit que ce sont les flics qui disent « Mort aux vaches ». Et que, donc, c'est quelqu'un qui est révolutionnaire et qui s'en prend aux vieux conservateurs et qui va écrire Le boulevard du temps qui passe, dont lequel il dit que grosso modo révolutionnaire à 20 ans, ça n'a aucun sens. Donc, ce qui m'a toujours agacé, c'est le Brassens unique. Il n'y a pas de Brassens unique. Et ce qui m'exaspère encore plus, c'est quand quelqu'un vient dire « le vrai Brassens, c'est ça ». Ben, le vrai Brassens, c'est toujours un autoportrait. Toujours. C'est-à-dire que, je me souviens tout récemment sur Radio du service public, quelqu'un qui avait écrit un livre sur Georges Brassens, qui en faisait la promotion, disait Brassens exaspérait au plus haut point les catholiques, et les catholiques le haïssaient. Enfin, jusqu'à présent, le père Noël Colombier a quand même écrit une chanson sur Georges Brassens. Le père Duval aimait passionnément Georges Brassens. Et Georges Brassens, dès 1954, se retrouve avec une de ses chansons qui est chantée dans des églises catholiques. Donc, on a une espèce de brassensologie officielle, parfois nourrie par des gens qui ont connu Georges Brassens, par d'anciens amis de Georges Brassens, voire par son ayant droit à une époque, qui est qu'il y aurait un Georges Brassens et Georges Brassens c'est ça. Mais que Georges Brassens c'est ça, c'est l'opinion de ceux qui le disent. C'est-à-dire que Brassens serait athée,
On n'en a pas exactement la preuve, mais quand on nous dit que Brassens est athée, on est quand même obligé de constater que le tiers des textes de chansons de Georges Brassens citent le nom de Dieu, D-I-E-U, ce qui est beaucoup pour un athée. C'est-à-dire qu'un athée qui parle autant de Dieu, ça ne doit pas être un athée, ça doit être au moins un agnostique. Que quand ce jeune Georges Brassens écrit Chanson pour l'Auvergnat, il peut écrire ce qu'il veut. Personne ne lui pose de questions, personne ne lui demande rien. C'est pas une commande. Il dit qu'il te conduise à traverser à l'Opère éternel. Donc, s'il avait autant de détestation que ça pour la religion, il ne dirait pas à propos de la Jeanne, à propos de Marcel l'Auvergnat, il ne dirait pas à propos des gens qui lui sont le plus proches dans son existence, il ne dirait pas qu'il te conduise à traverser à l'Opère éternel. Ça prouve au moins qu'il n'a pas une répulsion absolue pour l'idée de Dieu. Et donc, Brassens, pourquoi un point d'interrogation? C'est que on a très facilement une espèce de vulgate, une espèce d'idée générale de Brassens, et il faut l'interroger. Est-ce que Brassens est vraiment de gauche? Oui, certainement. Mais parfois, il est centriste. Est-ce que Brassens est opposé à la peine de mort? Évidemment. Évidemment, c'est une évidence. Il l'a dit, mais il a écrit Montélimar. Il écrit Montélimar, dans laquelle il dit que les familles, les gens qui abandonnent le long de la nationale 7 des chiens et des chats, que leur voiture est un accident. Il l'a dit, il l'a écrit, il l'a chanté. Donc, il y a toujours de la nuance chez Brassens. Et en plus, il y a chez Brassens, et ça c'est peut-être plus souvent le cas dans la culture populaire que dans la culture savante, Brassens, et il s'en explique lui-même dans des interviews, il est très clair là-dessus, Brassens ne dit pas toujours ce qu'il pense dans ses chansons. Parfois il fait une chanson. Il fait une chanson, un objet qui est destiné à nous divertir, à nous faire plaisir, à nous faire réfléchir, le cas échéant, mais qui est destiné à nous faire plaisir, à nous faire du bien, qui est destiné à nous amuser, à nous ébahir, à nous faire rêver. Et parfois, cet objet-là dit autre chose que ce que pense Brassens, parce que l'économie de la chanson, la beauté de la chanson, l'intérêt de la chanson, c'est autre chose. C'est autre chose que ce que pense Monsieur Georges Brassens, né à Sète en 1921, qui est un citoyen comme vous et moi. Et donc, j'avais envie, il y a une dizaine d'années, en faisant Brassens point d'interrogation, d'interroger la mythologie Brassens, d'interroger l'œuvre de Brassens, parce que Brassens ne dit pas toujours la même chose que son œuvre, et son œuvre ne dit pas forcément la même chose que ce que pense le citoyen Brassens. J'avais envie de ça. Parce que c'est vrai que peu à peu, il y a une lecture un peu plus polyphonique de Georges Brassens, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, avoir une réflexion féministe sur Georges Brassens n'était pas toujours extrêmement facile. Parce que on voulait absolument séparer l'homme des chansons et on n'arrivait pas forcément à appréhender l'œuvre pour ce qu'elle dit exactement. Et pour le fait que, par exemple, c'est une œuvre de son temps. Quand Brassens met en scène régulièrement, c'est pas une fois, c'est 3 ou 4 fois, met en scène des violences faites aux femmes, il appartient à sa génération. Il est né en 1921, et pour un homme né en 1921, une femme lui fait une réflexion désagréable sur sa moustache, il la frappe. C'est ce que raconte la chanson La Fessée. Donc, on ne dit pas que Brassens frappait les femmes, il met en scène quelque chose qui aujourd'hui nous pose question, nous invite à réfléchir pour aujourd'hui, et n'empêche que Brassens est certainement un des auteurs de chansons les plus ouvertement féministes, avec une chanson comme 95%, qui est une chanson qui, au moment où elle sort, en 1976, épouse des thèses qui sont considérées comme extrémistes, trop extrémistes,
par une bonne partie du mouvement féministe, qui est l'oppression sexuelle des femmes et la négation du plaisir des femmes par les hommes. C'est, disons, l'aile gauche du MLF, l'aile extrémiste du MLF, et soudain, un compositeur de chansons populaires fait une chanson avec un petit refrain extrêmement travaillé, avec une mélodie absolument entêtante qui reste en tête, etc. Brassens vient faire l'éducation sexuelle des hommes en disant 95%, des fois la femme s'emmerde en baisant. Et ça, c'est une thèse ultra féministe, extrémiste de son époque. Donc, c'est pour ça qu'il faut interroger Brassens et qu'il faut continuer à l'interroger, comme d'autres artistes, mais c'est peut-être presque plus important chez Brassens en raison de sa centralité dans le paysage de la chanson française et en raison du caractère monolithique de la brassensologie. Énormément de brassensistes et de brassensologues ont une vision extrêmement monolithique d'un Brassens qui n'aurait pas évolué idéologiquement pendant toute sa vie, qui serait toujours resté le même, c'est-à-dire de gauche, révolutionnaire, libertaire, athée, alors que Brassens, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Eh bien, je m'interrogeais sur ton point d'interrogation, mais je ne te ferai pas plaisir parce que avec ce que tu viens de dire, je fais comme toi, je laisse le point d'interrogation. Merci Bertrand. Merci.